den Rechten Seite La cantante de María a 200 ans der rechten Teil an der Nordseite sowie des Außenbereiches links an den Moving forward. C'est un travail que j'ai pas fait tout seul, qui s'inscrit c'est une commande du PUCA, donc c'est un financement du PUCA. Donc le PUCA, c'est Programme Urbanisme, Construction, Aménagement et Architecture, pardon. Et donc ce travail s'inscrit dans une commande du PUCA. Donc l'enjeu, ça a été de lier deux processus. Ça commence. Ça a été de lier deux processus, donc à la fois le processus de péurbanisation et le processus de polycentralité, de multicentralité, en tout cas de diffusion des emplois dans la périphérie, et de voir comment ces deux dynamiques fonctionnent ensemble. Donc on a travaillé à l'échelle de l'Île-de-France, on a travaillé sur 3 communautés de communes, voilà. Donc, je ne vais pas vous présenter les 3 communautés de communes. Je vais vous demander de me croire sur parole que ce sont des communes périurbaines. On ne va pas redéfinir ce qu'est périurbanité, etc. Mais on retrouve toutes les caractéristiques des espaces périurbains, l'habitat individuel, la bimotorisation, etc., etc. Donc 3 espaces, on ne les a pas choisis au hasard, évidemment. 3 espaces qui sont situés en dehors de grands axes de transport et qui sont dans des vides un petit peu, qu'on a appelés de l'Île-de-France. Donc le territoire en vert, c'est la communauté de communes de la Briboisée, donc qui est située au sud de l'autoroute A4 et du RER A, et qui a un pôle important d'emploi au nord, qui est la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Ce qui est en orange, c'est la communauté de communes de Carnel, Pays de France, qui est traversée par une ligne de Transilien. On ne considère pas tellement ça comme la même desserte que sur un RER, et qui est traversée au sud par la Francilienne, et là, qui se situe à la fois entre le pôle important de Roissy et la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Et enfin, le territoire bleu, qui se situe dans les Yvelines, où il y a juste le terminus de la ligne B, et situé au sud de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, donc 3 territoires à environ 30 km de Paris, hors d'axe majeur et hors axe de transport majeur et hors pôle d'emploi important. Et nous, ce qu'on a regardé, c'est les tendances sur 40 ans des déplacements domicile-travail. Et on voulait savoir comment est-ce que ce processus de périurbanisation et le processus de diffusion de l'emploi se sont opérés sur ces 3 territoires. Voilà. Donc on va tout de suite aller dans les résultats. Un résultat important, on a 2 phases, je dirais même 3. Si on regarde, donc sur le tableau, ça vous présente les déplacements de domicile-travail en pourcentage de localisation. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est Paris. Tout ce qui est en rouge, c'est le département d'origine de la communauté de communes. Ce qui est en vert, c'est la petite couronne. Et en jaune, c'est la communauté de communes elle-même. On va principalement regarder la Briboisée, parce qu'on a retrouvé à peu près les mêmes résultats pour les autres. Donc, pour simplifier, on va se centraliser sur une seule communauté de communes. Donc, c'est ce que je disais, 3 phases. Si on regarde en 68, c'est principalement des gens qui travaillent localement, donc qui travaillent pour près de 60% dans la commune, dans la communauté de communes de résidence, ou dans le 77, la Seine-et-Marne, donc c'est vraiment un travail local. Ce qu'on a appelé la première phase de diffusion, c'est la première phase de périurbanisation, où ce qu'on observe, c'est la part importante de Paris qui augmente jusqu'à atteindre 20%, et ça au détriment principalement de l'emploi à l'intérieur de la communauté de communes. Et dans le même temps, vous avez les deux départements de la petite couronne qui gagnent aussi en points. Et la deuxième phase, c'est à partir des années 90, on observe que l'importance du poids de la capitale pour ces territoires diminue jusqu'à atteindre environ 15%. Et elle diminue pas au profit de n'importe quoi, elle diminue au profit de ce qu'est rouge, donc de ce qu'est la Seine-et-Marne. Et c'est ce que nous, on a appelé, ou ce qu'on a vu comme un espace intermédiaire. Donc ça fait un petit peu écho à ce qu'on a vu ce matin sur cette auto-organisation, sur cette autre chose, où on voit vraiment un regroupement vers plus de localités.
c'est à la fois entre vraiment le local à l'échelle de la commune et l'image traditionnelle centre-périphérie qu'on a un peu critiqué ce matin. Donc si on regarde en termes de distance domicile-travail, eh ben on retrouve exactement un petit peu ces deux phases. Donc entre 68 et 82, une augmentation assez importante des distances domicile-travail. Et à partir de 82-90, eh ben, il n'y a pas tellement d'augmentation. Ça stagne même. Donc on met un petit peu en défaut l'image toujours croissante des distances domicile-travail, de la dépendance à la capitale. On observe que pour ces trois territoires, ce n'est pas vrai. Et il se passe autre chose, il se passe justement cet espace que nous, intermédiaire. Et ça, on l'observe aussi dans les distances domicile-travail. Donc si on regarde même les médianes, par exemple, on observe donc en 68, c'est ce que je vous disais, l'emploi local, moins d'1 kilomètre, ça veut dire que plus de la moitié de la population travaillait dans la communauté de communes. Principalement même dans la commune d'origine. C'est un détail. Et voilà, jusqu'aux années 82, ça va augmenter. Et à partir de là, on observe une stagnation. Alors si on observe maintenant les modes de transport, non, on passera après sur les modes. Donc là, on a regardé sur la diffusion et cet espace intermédiaire. Et on a voulu regarder, est-ce que cet espace intermédiaire, il était polarisé ou non? Est-ce qu'il s'organisait ou pas? Ou est-ce que c'était complètement diffus à l'intérieur du département à laquelle la communauté de communes appartient? Et on a observé que, justement, il y avait une polarisation. Alors, là également, je vous passe les détails de la localisation des pôles d'emploi. On a utilisé des travaux qui ont été faits dans notre laboratoire, qui ont déterminé des pôles d'emploi en Ile-de-France. Et on a regardé où est-ce que les gens allaient travailler dans ces pôles d'emploi qui sont en périphérie. Et c'est ce qu'on a constaté que oui. De 82 à 2008, donc là c'est le cas de la Briboisée par exemple, on regarde que les pôles d'emploi, notamment de la ville nouvelle, ont pris une place très très importante au détriment de Paris. Ce qui est en bleu, c'est Paris La Défense, à la fois le pôle de la Défense. Et dans le même temps, il y a ce qu'on a appelé l'emploi diffus, c'est principalement l'emploi dans la Seine-et-Marne, mais qui n'est pas polarisé, qui n'est pas centralisé autour d'un pôle. On observe aussi ça, mais dans le même temps, il y a ce phénomène d'échelon qui tend à exister et qui est important. Donc évidemment, des différences selon la catégorie sociale d'appartenance, avec une polarisation assez importante pour les employés et les professions intermédiaires. Évidemment, pour tout ce qui est cadre, principalement les cadres, cette polarisation est moins importante et le poids de Paris reste quand même assez important, même si on observe cette polarisation, elle est quand même là. Donc là, normalement, c'est juste un exemple cartographique de localisation des employés. Et je ne sais pas si on voit très bien les limites communales de la communauté de communes de la Briboisée. Et on voit que pour les employés, il y a vraiment cette bulle, ce territoire autour de la communauté de communes. Et voilà. Alors que si on regarde les cadres, je ne vous ai pas mis la carte, mais les cadres, c'est beaucoup plus centralisé vers Paris. Donc il y a ce nouvel échelon qu'on constate, qui est quelque chose d'important. Donc, si on regarde en termes de mobilité, c'est assez difficile de faire une comparaison entre les différents recensements sur les modes de transport, mais malgré tout, on observe que c'est la voiture qui est le mode dominant, le mode de transport dominant. Là encore, on observe des différences en fonction de la localisation de l'emploi. Pour les personnes qui travaillent vers Paris, évidemment, ils se déplacent davantage en transport en commun que pour les personnes qui se déplacent plus localement dans ce nouvel échelon. Donc, voilà, ça pose la question des modes de transport possibles dans cet échelon qu'on verra après. En ce qui concerne... c'est ça. Après, ce que j'ai noté des différences d'utilisation en fonction de l'usage de soi, c'est ce que je vous ai dit. À Paris, on va plus en transport en commun. Un dernier résultat, où là, on a pris un petit peu le contre-pied des études traditionnelles. Au lieu de s'intéresser aux gens qui habitaient dans nos espaces périurbains et regarder où est-ce qu'ils travaillent, on a regardé qui est-ce qui travaille dans ces espaces périurbains. Et là, on a découvert quelque chose d'assez étonnant, c'est que de plus en plus, ce ne sont pas les gens qui sont dans les communautés de communes et dans les espaces périurbains, qui travaillent dans les espaces périurbains, ce sont des personnes qui sont encore au-delà, plus en périphérie, qui viennent travailler dans ces espaces périurbains. Donc là, le graphique pour le lieu de résidence des actifs travaillant à la Briboisée, il est assez clair.
En 1968, il y a 80% des personnes qui travaillent dans la communauté de communes, qui résident à la communauté de communes, alors qu'ils sont un peu plus de 20% en 2008 et que c'est les habitants, c'est Seine-et-Marne principalement, qui occupent ces emplois. Ça a une conséquence en termes de mobilité et on n'entend pas beaucoup parler. Donc, en termes de déplacement, c'est à pratiquement 100% de l'automobile parce que pour venir dans ces espaces périurbains, il n'y a que la voiture qui est possible. Et ça pose des questions en termes de distance parce que forcément, ils viennent de plus loin, donc les distances s'allongent pour venir jusque dans ces espaces. Voilà, donc pour conclure, reprendre vraiment les 3-4 principaux résultats, c'est la place de Paris et les distances qui stagnent à partir des années 80-90, avec un poids de la capitale qui n'a pas été... Voilà, on n'est pas dans le modèle centre-périphérie classique. Donc le second résultat, c'est cette émergence de cet espace intermédiaire vraiment et multipolarisé. Voilà, il y a quelque chose de possible autour de cet espace, avec malgré tout la voiture comme mode de transport dominant. Et enfin, le dernier constat, c'est voilà, la question de ces emplois dans les communautés de communes. Voilà, faut s'y intéresser parce que l'emploi dans ces territoires augmente quand même, mais c'est encore des gens qui viennent de plus en plus loin pour venir travailler dans les espaces périurbains. Donc, quelques perspectives de travail. Donc voilà, ça c'est des questions d'ouverture sur ces résultats. Sur la question de l'aménagement autour de cet espace intermédiaire, en termes de transport, de mobilité. Voilà, on parle de structure, est-ce qu'il faut structurer ces déplacements? Voilà, ça pose des questions. L'organisation de l'emploi local, exactement la même chose. Et donc je voulais terminer aussi en vous disant que donc le programme du PUCA n'est pas terminé. Et on s'est intéressé aux distances domicile-travail, aux déplacements domicile-travail. L'enjeu, par la suite, c'est vraiment de coupler cette enquête quantitative avec une approche beaucoup plus qualitative autour d'entretiens, de questionnaires, et de regarder, essayer de percevoir si cet échelon intermédiaire il est vrai aussi pour les autres types de mobilité, donc déplacements liés aux services, commerce, loisirs, et voir s'il y a cette appropriation, cet échelon qu'on a commencé à décerner au niveau du travail, est-ce qu'il est vrai aussi pour les autres motifs de déplacement? Voilà, merci. Jean-Pierre Orfeuille, vous êtes surpris par ces conclusions et qui semblent remettre en cause la relation de domination entre un centre et une périphérie, si j'ai bien compris. Merci. Non, bon, enfin, je dirais oui, au sens où c'est très bien objectivé par le travail. Non, puisque, bon, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, hein, Paris n'a jamais été dominant. Ce qui a été dominant, c'est au fond une approche mentale erronée. Bon, donc, de ce point de vue-là, remettre les pendules à l'heure, c'est bien. Je crois que un des grands thèmes de votre intervention, hein, c'est au fond l'apparition d'un... comment dire, de distance intermédiaire. Hein. On était sur du paysan qui allait à pied, hein, grosso modo. On a eu le petit temps où on va en RER à Paris, puis on s'aperçoit que c'est compliqué. Et puis aujourd'hui, on a une recomposition de l'espace. Alors en même temps, par rapport au diagnostic de non-augmentation des distances, je pense qu'il est intimement lié au fait que vous utilisez des territoires fixes dans le temps et que l'étalement, il a été se faire plus loin, et c'est ce que vous retrouvez à la fin. Hein, et donc, il n'y a pas de contradiction, je dirais, entre ce qui vient d'être dit et de temps en temps, quelque chose qui est de l'ordre, ça continue à augmenter. Enfin, le dernier point que peut-être que je voudrais évoquer à la lumière de votre travail, c'est la distinction que vous faites entre les cadres et les autres, hein, avec des cadres qui continuent à aller à Paris. Et là, on voit la puissance, je dirais, idéologique et médiatique des cadres, puisque finalement, nos élus continuent à promouvoir le tarif unique comme une mesure pour pauvres, hein, alors que les pauvres, ils sont dans le coin. Bon, voilà. Merci Jean-Pierre Orfeuille. Vous, Benoît Conti, vous voulez... Toutes ces remarques vous conviennent? Bon, on va dire... Ouais, voilà. Après, c'est vrai que la question de la diffusion, au-delà de ces territoires, de les choisir comme fixes,
on la retrouve, mais après, est-ce que le lien avec, avec la polarisation de l'emploi, parce qu'après ces territoires, les gens viennent travailler dans ces territoires-là, on a du mal à percevoir l'aspect polarisant, en fait, en termes de mobilité. Voilà, est-ce que, en termes de solutions de mobilité, pour regrouper, enfin entre guillemets, ces personnes autour de modes de transport plus durables. La question que nous nous sommes posée, après 3 ou 4 décennies de périurbanisation, est-ce que l'image classique de périurbains qui viennent de la ville-centre et qui parcourent de longs trajets pour se rendre à leur travail ou se déplacer vers les commerces et les services, est-ce que cette image est toujours valable ? Et nous avons souhaité le vérifier à partir de l'exemple de 2 métropoles où la périurbanisation a été précoce. D'un côté, l'ouest francilien, Yvelines, Val d'Oise et les cantons voisins dans les départements qui bordent l'Île-de-France, un espace où l'avancée de l'agglomération et le front de périurbanisation semblent relativement stabilisés et où c'est plutôt des processus de densification des couronnes périurbaines qui l'emportent. Et puis, de l'autre côté, l'est de l'aire urbaine toulousaine en direction d'Albi, où le desserrement résidentiel se poursuit. Alors, nous avons analysé à la fois des données quantitatives des recensements et des enquêtes auprès des ménages qui ont été réalisées dans les secteurs que vous voyez encadrés sur ces 2 cartes, avec l'ouest francilien à gauche et la zone toulousaine à droite. Et ce que l'on observe, c'est une complexification des schémas de mobilité avec une utilisation plus intense des ressources locales et un meilleur ancrage territorial. Alors, je vais présenter d'abord quelques résultats des analyses quantitatives en me référant principalement à ce que nous avons observé dans l'ouest francilien. Alors, concernant d'abord les navettes domicile-travail, il y a beaucoup de convergence avec ce qui vient d'être dit, à savoir qu'après une forte progression des distances parcourues dans les années 80, on observe un ralentissement dès les années 90 et une stabilisation dans les années 2000, et ceci, ce qui nous paraît important, malgré une hausse de la qualification des actifs. Par exemple, pour les cadres d'un côté et les employés de l'autre, les distances moyennes qui sont parcourues pour se rendre à leur travail ne sont pas supérieures en 2006 à ce qu'elles étaient en 90. Alors on peut penser que pour les cadres, c'est parce qu'il y a eu une féminisation de la profession, et pour les employés, parce qu'il y a eu une augmentation des emplois à temps partiel. Mais ça n'est sans doute pas la seule explication. Pour les professions intermédiaires, on a une légère augmentation des distances parcourues, et pour les ouvriers, il y a une augmentation des distances moyennes, mais il faut se souvenir qu'on est dans un espace avec une forte contraction de l'offre d'emploi, en particulier dans la vallée de la Seine-Aval. On a, semble-t-il, atteint un palier. Jusque-là, le développement des pôles d'emploi aux marges de l'agglomération, comme les villes nouvelles Cergy-Pontoise ou Saint-Quentin-en-Yvelines, qui concernent notre terrain, avait eu tendance à relancer l'étalement périurbain et à repousser la construction pavillonnaire toujours plus loin de Paris. Aujourd'hui, la distance moyenne des constructions de maisons individuelles par rapport à Paris n'augmente plus. Un autre élément intéressant concernant les navettes domicile-travail, c'est qu'on observe un processus de rapprochement au fil du temps entre domicile et lieu de travail, en particulier pour les femmes des couples biactifs, pour qui la part des navettes qu'on considère comme courtes, moins de 5 km, augmente avec la durée d'installation dans le logement. Alors ceci, toutes choses égales, par ailleurs, quant à leur catégorie socio-professionnelle, le nombre des enfants, l'âge des enfants, la localisation résidentielle. Et on a là un ajustement relativement rapide, puisqu'on le voit apparaître dans les données statistiques 2 à 5 ans après le déménagement. Ceci est cohérent avec l'évolution du rapport entre le nombre d'emplois offerts et celui des actifs résidents, qui a tendance à s'améliorer dans certaines zones et à se stabiliser dans d'autres, avec une forte croissance de l'offre locale d'emploi, en particulier des emplois présentiels. Ceci témoigne de changements de comportement
qui sont bien sûr facilités par le desserrement des emplois vers les marges de l'agglomération et l'émergence d'un système qui est de plus en plus polycentrique, mais qui témoignent peut-être aussi du fait que le système métropolitain parisien a atteint ses limites en termes de budget temps et d'efficacité des déplacements, et qu'il tend à évoluer vers une fragmentation à partir de noyaux secondaires. Alors, concernant maintenant les mobilités résidentielles, on est de plus en plus face à une population qui se stabilise et qui vieillit. Dans l'Ouest francilien, les propriétaires de maisons individuelles sont installés depuis 18 ans en moyenne, la moitié d'entre eux depuis plus de 15 ans, 1 sur 4 depuis plus de 25 ans. Et c'est aujourd'hui une population qui non seulement est relativement enracinée, mais dont la moitié a aujourd'hui plus de 55 ans. Alors évidemment, ce sont les ménages propriétaires. Évidemment, ce n'est pas toute la famille. Un autre indicateur d'ancrage, c'est la hausse des déménagements de proximité. La part des déménagements au sein d'une même commune augmente. Pour ceux qui changent de commune, on observe qu'ils se font de plus en plus souvent dans un rayon de 5 à 15 km. Et la distance moyenne des mobilités intrarégionales a diminué entre 1990 et 2006, puisqu'elle passe de 27 km à 23 km. Parmi ces nouveaux installés dans l'Ouest francilien, il y a de moins en moins d'originaires de Paris et de la Petite Couronne, et de plus en plus de ménages qui viennent de la Grande Couronne, qui n'ont sans doute pas les mêmes exigences en matière de commerce et de services, qui n'ont pas les mêmes lieux de référence, ni les mêmes comportements de mobilité que les premiers périurbains. On observe de plus en plus de mobilité au sein même des espaces périurbains, puisque des ménages qui y résidaient déjà se déplacent vers des logements qui correspondent mieux à ce qu'ils recherchent. Soit un cachet ancien, soit plus de verdure, un logement plus grand, une commune un petit peu mieux équipée. La part croissante des cadres, qui sont moins souvent des primo-accédants et dont l'endettement s'effectue sur des périodes plus courtes, explique sans doute en partie cette augmentation des ajustements de proximité. On peut voir aussi que la décohabitation des jeunes s'effectue de plus en plus souvent à proximité et qu'il en est de même lorsqu'il y a des séparations des couples ayant des enfants. Donc en règle générale, la part des échanges qui s'inscrivent dans des territoires de proximité a tendance à augmenter, alors même que la proportion des cadres et professions intermédiaires qui ont des mobilités résidentielles et des navettes de plus longue distance que des catégories plus modestes, cette part augmente. Il y a donc véritablement une inflexion des comportements avec sans doute une meilleure connaissance des ressources locales en emploi, en logement, en services, une autre façon de les utiliser et de faire territoire, et des stratégies de recherche d'une plus grande proximité qui s'appuient sur des réseaux de pôles secondaires, de bourgs ou de villes moyennes qui vont retrouver de l'attractivité. Alors, les enquêtes que nous avons menées auprès des ménages nous ont permis de confirmer cette inflexion des comportements et de mettre en évidence le rôle des polarités secondaires dans le périurbain. Ces polarités secondaires sont de nature différente et jouent à différentes échelles. Elles peuvent être anciennes, et on pense là aux chefs-lieux de canton qui ont joué leur rôle et qui ont parfois été mis en sommeil. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est leur place dans l'organisation des mobilités des ménages. Alors, on parlait d'un jeu d'échelle parce qu'il peut s'agir de villes moyennes. On peut prendre l'exemple de Dreux ou de Chartres pour la région parisienne, d'Albi ou de Castres pour le cas toulousain. On peut aussi évoquer des villes beaucoup plus petites, comme Houdan en région parisienne, ou ça peut être le cas également de Lavore, de Revel dans l'espace toulousain, et puis enfin de bourgs, de gros villages dans les deux périurbains parisiens et toulousains. Ces polarités vont capter les mobilités et les réorganiser. Et on a observé dans l'enquête des ménages un épaississement de ces mobilités au fil du temps. Au départ, le recentrage a lieu surtout pour des mobilités commerciales, donc les commerces de proximité, les services à la personne, et progressivement, elles ont été relayées par les mobilités liées à l'emploi, avec le redéploiement de l'emploi évoqué dans l'intervention précédente et rappelé par Martine Berger.
Pour les ménages qui sont inscrits depuis plus longtemps dans le périurbain et qui sont dans un processus d'ancrage plus avancé, on a aussi un resserrement des mobilités culturelles et de loisirs, avec, ils plébiscitent volontiers dans les enquêtes, les cinémas locaux, les centres culturels locaux, et on voit des lieux de culte largement réinvestis pour des manifestations culturelles. Ainsi, le rapport à la ville-centre change, se transforme, et on s'y réfère principalement pour encore quand même parfois l'emploi ou enfin dans sa banlieue, et puis surtout pour des fonctions très spécialisées que les polarités secondaires ne peuvent pas offrir, des services administratifs spécialisés, médicaux ou parfois culturels très spécifiques. Le périurbain, on le définit véritablement comme une terre d'ancrage parce que aussi dans les enquêtes ménages, des stratégies sont clairement affichées qui dépassent ces mobilités résidentielles subies liées à des opportunités foncières et immobilières. Dans le discours, on a clairement exprimé la volonté de se rapprocher d'un réseau familial, les enfants, les parents, et aussi la volonté de faire jouer des logiques de rapprochement par rapport à un précédent lieu d'habitation. Enfin aussi, on a des repérages sur le niveau d'équipement de communes du périurbain desquelles on souhaite se rapprocher, ou bien on recherche une situation de barycentre pour être à proximité ou avoir une accessibilité facilitée à différents pôles de ce périurbain. Cet ancrage, on le lit aussi dans l'implication locale croissante qui au départ peut passer par le biais des enfants et puis après qui prend le pas sur un investissement beaucoup plus approfondi, associatif et pourquoi pas politique ou plus largement dans les affaires communales du territoire. Et on a aussi un ancrage visible à travers les mobilités quotidiennes, les modes de transport. Certes, l'automobile est toujours omniprésente. On pourrait dire qu'elle est apprivoisée, mais elle ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas d'inflexion en faveur de mobilités plus douces, pédestres notamment, ou cyclables. Et d'ailleurs, les politiques publiques investissent largement ce champ d'action pour développer des mobilités entre des lotissements éloignés et des bourgs-centres, ou entre différents territoires de l'espace intercommunal. On a voulu aussi revisiter les grandes figures classiques de ce périurbain, notamment à travers des critères de typologie qui sont les CSP, mais également l'origine, la trajectoire résidentielle, le degré d'apprentissage du territoire sur place. Et on a retrouvé dans les couples de biactifs avec enfants ces actifs propulsés pour des opportunités foncières et immobilières, mais ils ne sont plus majoritaires. On a beaucoup observé des actifs qui s'ancrent, qui ne sont pas retournés au moment de la retraite dans leur région d'origine, qui ont aussi, pour ceux qui sont toujours en activité, poursuivi un parcours résidentiel dans le périurbain en ayant une connaissance beaucoup plus affinée de ce territoire mi-ville, mi-campagne et capable de choisir une destination qui leur apportera des avantages supplémentaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a relevé qu'un certain nombre d'actifs étaient des périurbains depuis toujours, d'anciens ruraux gagnés par la périurbanisation. Ils rappellent que ces espaces ont une histoire, ont une épaisseur. Il s'agit là soit d'agriculteurs, d'artisans, mais aussi les élites locales, les médecins, les notaires, et toutes ces familles qui ont toujours vécu dans ces espaces ruraux gagnés par la périurbanisation. On a aussi la figure des retraités que nous avons déjà étudiée dans un précédent travail, et des retraités qui sont de deux types, ceux qui s'installent en périurbain au moment de la retraite ou ceux qui s'enracinent, les anciens actifs, et qui recherchent là des aménités urbaines mais qui se rapprochent d'un idéal de ville-village, une ville sécuritaire.
Et puis, on a aussi une figure qu'il est important d'explorer davantage, celle des jeunes, on l'a dit ce matin, des jeunes qui ont toujours vécu en périurbain, qui sont les enfants des néo-ruraux des années 70 et qui trouvent dans le périurbain certains avantages, la proximité de la famille qui peut être un relais matériel important, des loyers aussi à moindre coût, et eux vont s'installer dans les bourgs-centres près des gares pour aussi bénéficier des transports en commun. Il y a aussi des jeunes précaires qui ne viennent pas forcément de ce périurbain, mais des gros pôles urbains de la Grande Couronne, on pourrait citer Mantes-la-Jolie dans le cas parisien, et qui vont trouver des opportunités de logement du côté de l'Eure pour s'installer et démarrer leur vie active. Et puis enfin, le cas des familles monoparentales qui apparaît clairement dans le discours des élus, pour lesquels il va falloir trouver des types de logements adaptés, des localisations en périurbain qui puissent répondre à leurs attentes. On a ce qu'il est important de souligner dans notre cas, c'est que à travers les deux types de périurbains, enfin les grands types de périurbains que nous avons observés du côté de Toulouse et de Paris, il y a des effets de contexte très forts. Évidemment, la taille du pôle urbain qui va alimenter la périurbanisation, mais l'âge de ce périurbain. Et précisément, dans le cas parisien, eh bien, on a une ancienneté du processus qui nous a permis de mesurer plus fortement les processus d'ancrage donc, du côté de l'ouest parisien. On a un périurbain qui gagne en épaisseur, on l'a dit tout à l'heure, et qui va offrir des opportunités diverses, des ressources locales dont on va prendre conscience, dont les politiques publiques vont prendre conscience et que les ménages revendiquent. Il y a aussi des configurations sociales particulières. On parle de territoire de relégation pour le périurbain lorsque l'on évoque les familles modestes. Lionel Rouget a étudié les captifs de Toulouse, du périurbain de Toulouse, mais il ne faut pas forcément considérer toujours ces ménages modestes dans une situation de captivité ou de relégation. Certains s'arrangent, s'adaptent de cette situation de bord de ville pour justement réinvestir ces emplois de redéployer au bord des villes et donc bénéficier d'un maintien budgétant constant pour éviter la congestion en termes de circulation des espaces proches du pôle urbain. Donc il y a des formes d'adaptation qui font qu'on a avec le temps une acceptation et un ancrage aussi local, parfois un petit peu accéléré dans certaines histoires familiales. Et puis la structure par âge des ménages est aussi importante. On revient à ce qui a été dit ce matin. Le périurbain est un territoire d'accueil et d'ancrage des personnes âgées qui font vivre des commerces locaux dans la journée que ne faisaient pas vivre les actifs, qui réinvestissent aussi des équipements publics et qui les font durer dans la journée. On a aussi des jeunes et qui sont demandeurs d'un type de logement qui n'existait pas toujours en périurbain et auquel progressivement vont répondre les politiques publiques et les grands projets d'aménagement. Donc on a des effets structure par âge importants, sachant que les retraités, on les trouve plutôt dans les communes rurales de ce périurbain et les jeunes dans les petites communes urbaines de ce périurbain. Pour conclure rapidement, ce qu'on a voulu montrer là, c'est que finalement le périurbain n'est pas plus un territoire d'exclusion et de relégation peut-être que la ville dense. Le périurbain offre une certaine plasticité, offre une certaine malléabilité. Enfin, l'intervention de ce matin d'Annie Fourcault montre qu'en effet, il peut être un véritable espace tampon où il y a des changements, des adaptations possibles. On a un renouvellement des figures traditionnelles pour revenir aussi sur un peu les préjugés largement répandus qui existent sur le périurbain et une complexité des modes de vivre, d'habiter, avec un changement très clair du regard des élus sur les territoires et une volonté de ramener à proximité, à portée de main des habitants, des services, de soutenir aussi l'emploi sur ces territoires-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, Jean-Pierre Orfeuille, je vais faire un peu Sirius, mais finalement, les habitants du périurbain, c'est des Français comme les autres, quoi. Ils n'aiment pas déménager,
Une fois qu'ils ont trouvé un endroit qui leur plaît, ils n'en bougent plus. Leurs enfants ne s'éloignent pas des parents. Quand ils divorcent, les anciens partenaires de couple s'éloignent assez peu. Ils sont aussi divers que les Français. Il faut vraiment parler de périurbains. On ne peut pas dire tous des urbains. Bon, ils ne sont pas urbains dans nos représentations, mais de fait, ce que vous dites, effectivement, renvoie à des aspirations assez communes à l'ensemble de nos concitoyens et pas seulement à une petite partie. Moi, ce que je relèverais aussi, c'est, bon, je trouve que c'est bien, on est au cœur de l'hiver, on est à l'orée d'une année extrêmement difficile, et il y a la recherche qui n'arrête pas de nous donner des messages d'optimisme. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, il y en a qui ne vont pas être contents quand même, c'est les économistes, hein, parce que la ville grand marché de l'emploi, les 5,5 millions d'emplois en Île-de-France qui seraient utilisables par quiconque habite le territoire, bon, ça apparaît pas trop. Hein. On a quand même envie d'être pas trop loin de chez soi. Le seul accroc que je ferai, c'est mon naturel féministe, hein, bien connu. Bon. Oui, quand les femmes en périurbain recherchent des emplois un peu plus de proximité, est-ce que ces emplois sont de la même qualité, du même niveau, ou est-ce que c'est une renonciation à monter dans l'échelle professionnelle? Martine Berger. Oui, alors je vais répondre rapidement sur les femmes. Ce qu'on a rencontré souvent, c'est des femmes fonctionnaires au sens large, qui ont la possibilité de demander des mutations. Et par ailleurs, des femmes cadres, parce qu'il y en a quand même de plus en plus. Et bon, il faut aussi dire que peut-être par rapport au territoire de Seine-et-Marne, le territoire qu'on étudie représente une avancée de l'agglomération très loin vers l'ouest, hein, puisque l'agglomération va jusqu'à Mantes. Donc c'est vrai que même quand on est périurbain dans ce secteur-là, on n'est pas forcément très loin de l'agglomération. Mais en tout cas, moi ce que je dirais, ce qui m'a quand même frappé, c'est que c'est un secteur où les emplois ouvriers diminuent, où le rapport entre le nombre d'hommes actifs résidents et le nombre d'emplois occupés par des hommes se dégrade, alors que les femmes progressent. Donc ça veut dire quand même que ce n'est pas forcément des mauvais emplois. Il n'y a pas beaucoup plus d'emplois à temps partiel pour les femmes qu'il n'y en avait en 99. Donc ce côté-là, c'est assez rassurant. Mais c'est peut-être le bon côté de l'agglomération parisienne vers l'ouest, même s'il y a aussi des grands ensembles. Bon, voilà. Donc on ne le savait pas, mais l'extension du domaine de la lutte, en fait, passe par le périurbain. Bon. Ce qu'on peut peut-être juste rajouter, c'est que les hommes sont concernés aussi maintenant par ces formes de relocalisation. Mais est-ce que vous diriez que c'est l'offre qui suit la demande, si j'ose dire, parce que tous ces emplois dont vous parlez, vous dites que les gens ne déménagent pas beaucoup, ils trouvent un emploi ici ou là. Donc ça veut dire que finalement, il y a des... Disons, les entreprises ont compris qu'il y avait un gisement d'emploi dans certaines zones, là où il y a 30 ans, elles ne l'imaginaient pas. Alors, je crois qu'on peut répondre de deux façons. D'une part, les villes nouvelles, elles ont mis très longtemps, elles ont été décidées, mais elles ont mis très longtemps à monter en termes d'emploi. Donc, c'est à partir de 1990 qu'elles deviennent vraiment des pôles d'emploi importants pour des gens qui n'habitent pas en ville nouvelle. Donc, c'est vrai qu'il y a des cadres qui se sont installés dans le Vexin ou ailleurs parce qu'il y a de l'emploi à Cergy-Pontoise ou même il y a de l'emploi à la Défense qui n'est pas très difficile à atteindre. Et puis par ailleurs, il y a tout ce qui relève de ce qu'on appelle l'emploi présentiel ou l'économie résidentielle, c'est-à-dire de l'emploi qui se crée au fur et à mesure que la population augmente pour desservir cette population. Donc là, il y a un gisement d'emplois féminins, mais pas seulement, parce que ce qu'on voit, c'est que les emplois ouvriers masculins diminuent et il y a de plus en plus d'hommes employés. Jean-Pierre Orfeuille, une dernière remarque sur ce point, ou on donne la parole à Rodolphe Daudier? Peut-être juste une question d'interprétation, et sur laquelle vous n'avez sûrement pas de démonstration, mais est-ce que ce n'est pas aussi quand même un symptôme du fait qu'on serait quelque part arrivé dans les limites de l'amélioration de nos systèmes de transport, qu'il s'agisse de chemin de fer ou d'autoroute?
je l'ai dit très vite, mais je pense qu'effectivement, pour les ménages, c'est quelque chose qu'ils ressentent de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand on interrogeait des gens qui s'installaient dans le périurbain, ils disaient oui, je vais rechercher plus près, je sais qu'il y en a. Mais ils ne recherchaient pas parce qu'ils avaient envie de continuer à aller tous les jours en ville, y compris des femmes, parce que c'est un milieu plus vivant, etc. Mais maintenant, quand ils trouvent un emploi plus près, ils le prennent, et ils le prennent essentiellement pour des raisons de difficulté de transport. Une typologie des modes d'habiter périurbains. On nous a dit surtout ne faites pas de méthodologie, mais je vais commencer par un tout petit point. Oui, alors vraiment pas beaucoup, s'il vous plaît. Pour dire que c'est une enquête assez lourde faite auprès de 913 ménages sur l'ensemble des schémas de déplacement sur un mois, donc pas seulement du domicile-travail, mais aussi les déplacements de chalandise, de loisirs liés aux sociabilités et au recours aux services, et que cette enquête elle a eu lieu donc dans la région Pays de Loire, avec toutes les limites que ça peut avoir en termes d'extension à d'autres espaces. Le but, c'est bien de mesurer la diversité des modes d'habiter. La commande était une commande publique, donc d'éclairer l'action de ce point de vue-là. Et donc je vais commencer par décrire cette diversité des modes d'habiter. Et je vais tester deux hypothèses. Une première hypothèse sur le rôle de la composition sociale et des déterminants sociaux dans la formation de ces modes d'habiter. Et une deuxième hypothèse sur le fait qu'il peut-être exister une structuration spatiale, notamment selon la distance au centre, ce qui est l'hypothèse habituelle. Je conclurai en présentant quelques pistes pour l'action à la lumière de cette typologie des modes d'habiter périurbains en faveur donc de mobilité durable dans les espaces périurbains, puisque c'est le thème de ce forum. Donc, premier point, arriver à mesurer la diversité des modes d'habiter. Je vais fonctionner par des petites figures comme celle-ci, avec en gros 9 types différents. Voilà un premier type très centré sur le village périurbain, et plus exactement d'ailleurs sur le logement, avec très peu de déplacements, essentiellement un déplacement domicile-travail. Vous aurez compris que c'est la figure du repli sur le logement, et que ça représente quand même aux alentours du quart des modes d'habiter dans ces espaces périurbains. On a des variantes à cette figure, deux variantes qui sont plus difficiles à mesurer. D'une part, ce que vous avez à gauche, ce qu'on a appelé les reclus, et c'est surtout des recluses qui ne vivent quasiment plus que sur le logement et qui n'ont pas une mobilité autonome, et l'autre figure qu'on a repris, pardon, il fallait rester là, voilà, merci, qu'on a repris évidemment des travaux de Lionel Rouget, sur les captifs qui sont souvent des captives, où cette fois le désir de ville est contrarié par les difficultés financières en particulier. Donc trois types complémentaires. Un quatrième type très courant, vous voyez que c'est très centré sur le village périurbain. L'essentiel des déplacements en dehors du déplacement domicile-travail sont des déplacements faisant appel aux ressources du village, avec notamment tout ce qui concerne les loisirs et la sociabilité. Et ce type qu'on a appelé donc le villageois, qui est très centré sur sa commune. Là aussi, c'est en gros à peu près un quart de la population. Et on peut se demander si, quelque part, ce n'est pas l'une des figures les plus durables, je mets des guillemets, en termes de mobilité. Ensuite, deux autres types un petit peu à la fois voisins et différents. Voisins parce que c'est un peu les mêmes catégories sociales, mais différents parce que c'est structuré du point de vue spatial différemment. Donc cette figure qui est celle du navetteur qui alterne constamment entre ville et village et qui se définit en tant que tel, qui se vit en tant que navetteur, et qui n'hésite pas à alterner, y compris le week-end, entre le centre de la ville et le village périurbain. Ça représente à peu près un ménage, une personne sur 10. Et une autre figure beaucoup plus centrée sur les pôles périphériques, au point qu'on peut considérer que la
périphérie devient presque le centre de la vie sociale pour ses habitants, qui représentent là aussi à peu près une personne sur 10. À la fois le travail, les sociabilités, évidemment les déplacements liés à la chalandise sont essentiellement axés sur ces pôles périphériques. Et on observe sur ce type en particulier vraiment des formes de programmation très fortes et des boucles entre les différents pôles périphériques qui se construisent au quotidien. Le type suivant, qui est peut-être celui qu'on imagine le plus dans les espaces périurbains, avec certaines catégories bien spécifiques. Il s'agit donc du multicompétent qui est à la fois centré sur son logement, qui utilise les ressources du village périurbain, qui connaît également les ressources des pôles périurbains à proximité, mais qui travaille souvent en ville, qui utilise l'ensemble des ressources urbaines. Sur l'ouest de la France, ce que nous avons étudié, c'est bien l'ensemble de l'aire métropolitaine qui est parcouru, pas forcément exactement au quotidien, mais au moins de façon hebdomadaire. Et là aussi, ça représente quand même à peu près un gros quart de l'ensemble de la population, ce qui est loin d'être négligeable. Et on peut faire remarquer que c'est un petit peu le modèle que avait décrit par exemple Yves Chalas sur la ville au choix, ou François Hacher et ses métapolitains. Cependant, dans les formes un peu contemporaines de mobilité, on a quand même deux figures qui sont très modernes, hyper modernes même pour l'une d'entre elles, qui sont bien des figures de souffrance au quotidien. Donc ce que vous avez à gauche, ça va être l'hypermobile, c'est-à-dire que pour le coup, il y a une fatigue liée à la multitude des déplacements, et pour le logement est beaucoup moins investi que dans tous les autres groupes. Et de l'autre côté, des absences, c'est-à-dire que ça correspond à ces actifs qui travaillent en fait dans d'autres systèmes urbains et qui ne rentrent que pour le week-end ou voire tous les 15 jours, et qui sont peu présents dans l'espace local. Alors les grandes caractéristiques sociales, je vais essayer d'accélérer. Les grandes caractéristiques sociales, un effet de genre qui est très net. Reclus et captifs sont plutôt des femmes. Les périphériques, les absents et les hypermobiles sont plutôt des hommes. Et pour les personnes seules, qui sont très peu nombreuses, une distinction entre des femmes qui sont très clairement repliées sur le logement et des hommes qui sont beaucoup plus villageois ou navetteurs. Mais la distinction principale, ça reste la distinction entre les familles et les isolés. Deuxième effet, un effet d'âge, une trajectoire générationnelle qui est très claire. Il y a d'une part un apprentissage spatial progressif pour les jeunes enfants. Il y a une aspiration à la ville des grands adolescents qui est évidente et qui fait qu'ils sont aujourd'hui de véritables captifs dans certains cas. Et de l'autre côté de la vie, on a une rupture induite par la fin de la vie active, un repli progressif qui accompagne le vieillissement. Et ce phénomène, c'est à la fois une trajectoire individuelle et donc également une opposition intergénérationnelle à l'instant T. Et puis, troisième dimension sociale, c'est l'opposition entre un habitus cultivé et un habitus populaire. Les cadres et professions intermédiaires sont essentiellement des multicompétents, quand les employés ouvriers sont plutôt des villageois. Deuxième hypothèse, la dimension spatiale des modes d'habiter. Le test sur périurbain proche, périurbain lointain est complètement négatif. Il n'y a absolument pas de différence en termes de mode d'habiter entre le proche et le lointain. Je pense que ça, c'est un résultat important. Et que par contre, la distinction, elle est beaucoup plus forte entre les grandes villes et les petites villes. Il y a bien un modèle de la grande ville où on a beaucoup de multicompétents et un modèle de la petite ville où on est plutôt avec des repliés, des villageois et éventuellement des périphériques. Il est probable qu'il y ait un troisième type qui soit la métropole francilienne, mais bien sûr, on n'a pas investigué cet espace-là. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de cette typologie à l'aune des mobilités durables ? Eh bien, d'une part,
Il faut tenir compte de la diversité des modes de vie, c'est-à-dire qu'en termes d'action, il faut vraiment être persuadé qu'il faut une pluralité de solutions, qu'il n'y a pas une solution unique, ça c'est vraiment presque une évidence. On peut observer aussi une contradiction entre le vivre ensemble qui nécessite de la mobilité et durabilité environnementale, et ça peut poser un certain nombre de questions. On s'aperçoit aussi qu'au niveau des ménages, on est vraiment sur des investissements dans l'amélioration de l'habitat, et qui donc il faut penser la question de la mobilité en lien avec ces questions d'habitat, et que concrètement, à l'heure actuelle, il y a assez peu d'effets sur les mobilités individuelles. La transition énergétique se traduit par peu de changements de manière de faire, de manière d'habiter, avec quand même deux effets qu'on est en train d'essayer d'investiguer de façon un petit peu plus précise. D'une part, on a émergence quand même de bassins de proximité depuis une quinzaine d'années qui est assez nette, et d'autre part, on s'aperçoit qu'il y a des formes de solidarité à l'échelle micro, à l'échelle du ménage ou des ménages, sur des formes de covoiturage ou de rationalisation des déplacements. Et donc actuellement, les réponses sont des réponses plutôt à l'échelle individuelle. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jean-Pierre Orfeuille, donc multipolarisation des emplois, diversification des pratiques de mobilité, mais en même temps ancrage, typologie des modes d'habiter périurbains. Quels sont pour vous, à partir de ces données très précieuses, les grands enjeux du périurbain pour aujourd'hui et pour demain ? Le premier, ce serait de ne plus parler du périurbain, mais des périurbains, hein, dans deux dimensions, la dimension spatiale et la dimension que vous soulignez, qui est tout à fait saisissante. Et je me demandais à quel type de typologie on aboutirait si on le faisait en ville. Mais je crois qu'il y a quand même un mot-clé très, très clair. Enfin, il y a deux mots-clés, hein, il me semble. Le premier, c'est la diversité des situations dans tous les domaines. Et le deuxième, c'est on va dire la recomposition de proximité d'une façon ou d'une autre, hein, qui ne sont plus les proximités pédestres, mais qui ne sont pas non plus cette espèce de métropole étalée sur des milliers de kilomètres dont on nous parle parfois, et qui est peut-être pertinente dans d'autres continents, hein, d'ailleurs. Moi, votre typologie, elle m'a quand même beaucoup interpellé sur un point. C'est dans tous ces éléments-là, qui investit, les conseils municipaux, les associations, qui prend le pouvoir dans tout ça? Là, je peux vous répondre parce qu'on a relié ça à la vie sociale, non seulement conseil municipal, mais aussi action associative, ce qui est une forme d'implication relativement importante. Et on a effectivement les deux types qu'on retrouve de façon très, très courante, qui sont d'un côté les villageois. Ça paraît assez logique que, vu leur pratique intense du village, ils soient très, très présents dans ces associations, ces conseils municipaux, mais également les multicompétents. Et on a quand même des formes assez spectaculaires de gens qui arrivent et qui, en l'espace de 3 ans, arrivent justement à devenir maire de leur commune, parce qu'ils saisissent parfaitement la façon dont ça fonctionne, et deviennent des piliers de la vie sociale dans un laps de temps très court. En même temps, cette forme d'ancrage, il faut bien voir qu'elle est tout à fait réversible, hein. Ce sont des gens qui sont tout à fait prêts, notamment lorsqu'ils ont des contraintes professionnelles, à déménager très facilement et à refaire finalement un travail d'ancrage dans d'autres communes. Satisfait de la réponse, Jean-Pierre Orfeuille? Tout à fait. Bon. Merci beaucoup. C'était très très riche, donc je suppose que beaucoup d'entre vous ont des remarques, soit pour prolonger, soit peut-être pour s'étonner, soit pour contredire. Moi, par exemple, j'étais très surpris en vous entendant, Rodolphe Dollier, de comprendre que finalement la grande différence dans les modes d'habiter n'est pas liée à la distance, à l'éloignement par rapport à la ville-centre, mais elle est plutôt liée à la taille de la commune dans laquelle on habite. Ça, c'est à la taille de la ville. À la taille de la ville, pardon. Donc ça m'a paru contre-intuitif, mais évidemment, je ne suis pas, comme vous tous ici, spécialiste du sujet. Alors, qui veut éventuellement rebondir sur l'un des points, ou au contraire prolonger ce qui a été dit par une question, et je pense en particulier à tous
tous ceux qui parmi vous viennent de milieux, enfin de territoires non français. Je ne sais pas, il y a peut-être des Belges ou des Allemands, des Américains, des Canadiens, des Sénégalais, des Zimbabwéens. Bon, on a beaucoup entendu ce matin des exemples suisses ou allemands. Est-ce qu'il y a d'autres territoires qui sont connus par quelqu'un d'entre vous ici et qui pourrait apporter un contrepoint, ou sinon une remarque, quelle qu'elle soit, sachant, Michel, que je crois qu'il y a des internautes qui se sont manifestés. Alors, ça va peut-être permettre de... Ah ben, encore le bug urbain, décidément. Voilà quelqu'un qui nous suit avec assiduité. Alors, la question des femmes dans le périurbain, s'ancrer dans la proximité, est-ce renoncer à son ambition personnelle? Ça, c'est vraiment une question pour vous, Martine Berger. Écoutez, à partir de l'exemple de l'Ouest francilien, je dirais non. Les femmes qu'on a rencontrées en enquête, de la même façon, les analyses statistiques montrent que ce sont souvent des femmes très, très qualifiées qui vont rechercher des emplois de proximité. Alors effectivement, elles ne le font pas tout de suite, mais elles vont le faire au bout de 2 ans, 5 ans, etc. Alors, autre chose que l'on peut dire, ça dépend aussi où elles habitent dans le périurbain. C'est vrai qu'une enquête qu'on avait faite il y a 20 ans montrait que ceux qui habitaient près de Saint-Quentin-en-Yvelines retrouvaient plus facilement à se relocaliser à proximité. Donc je crois qu'il ne faut pas du tout, et ça va dans le sens de plusieurs autres interventions, il ne faut absolument pas négliger les modes d'implantation du peuplement, le maillage préalable de villes, les emplois de ces villes, etc. Le périurbain, ce n'est pas une nappe de lotissement qui s'installe n'importe où de façon uniforme. Ce sont des gens qui ne vont pas avoir partout, même s'ils ont le même type de maison, acheté chez les mêmes promoteurs, ils ne vont pas avoir les mêmes opportunités. Mais je ne pense pas du tout que ce soit un renoncement. Alors peut-être, il faudrait quand même ajouter que, ça les travaux de Sandrine Wenglenski l'ont montré, s'installer dans le périurbain, ça peut vouloir dire avoir à distance une moins grande variété, une moins grande quantité d'emplois, donc une certaine fragilité par rapport au chômage. Ça, c'est une réalité. Madame. Bonjour, Joëlle Tournebise, SNCF. Je voudrais revenir sur les captives. Et je crois que c'est Éric Le Breton qui met en lumière un certain phénomène de femmes très peu mobiles, justement, et d'origine de l'immigration, et qui par contre sont hyper mobiles parce que tous les ans, elles retournent dans leur pays d'origine. Donc est-ce que dans vos captives, vous repérez ce type de profil? Rodolphe Daudier. Oui, je veux bien répondre. Alors dans la France de l'Ouest, dans le périurbain, il n'y a pas de catégorie étrangère. Enfin, c'est un périurbain très blanc, très homogène. Donc il n'y a pas ce type de profil du tout. Par contre, le lien peut être fait avec la question précédente. C'est la façon dont les femmes vivent l'arrivée dans le périurbain est extrêmement hétérogène parce que ça dépend vraiment de la trajectoire à la fois professionnelle et familiale. Et parfois, il peut y avoir un renoncement d'un côté, le professionnel souvent, pour mieux vivre, et c'est présenté comme ça, pour mieux vivre le familial. Et donc, ces formes de renoncement, elles sont quand même, c'est le principe de la domination, c'est aussi de l'accepter. C'est perçu, c'est exprimé de façon très positive. Ma vie s'est améliorée, etc. Je cours moins après le temps, etc. Et pourtant, ce sont devenus... on a des trajectoires où on passe de profession intermédiaire à employé dans la commune avec des qualifications qui sont parfois faibles et du temps partiel. Mais ce n'est pas forcément vécu comme quelque chose de très négatif sur le plan personnel. Jean-Pierre Orfeuille, sur ce point, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Bon. Monsieur. Alors moi, je viens d'une ville anglaise qui s'appelle Bordeaux, donc on peut considérer que ça marche. On vous laisse cette interprétation, bien sûr. Hein. Voilà. Pendant le repas, là, j'ai fait un petit test qui montre que les bibliographies ont du mal à descendre au siècle dernier.
Donc je me attribue régulièrement maintenant un rôle d'archiviste. J'ai une toute petite citation à vous donner, très courte. De quel point de vue parlez-vous? Nous savons d'où vous parlez, de Bordeaux, mais quel est votre lieu professionnel? Mon lieu professionnel, c'est l'agence d'urbanisme, mais j'étais chercheur pendant très longtemps. Donc là, c'est plutôt en tant que vieux chercheur. Et donc c'est une note de lecture d'un livre qui nous apprend que les urbains se déclarent heureux d'avoir abandonné la ville et de vivre dans leur néo-village. Les enquêtes montrent qu'une même forme urbanistique peut être utilisée de façon différente et même contradictoire par des populations différentes. Ici, des petits bourgeois traditionnels continuent à s'enfermer dans leur logement, sans parler à leurs voisins, et vont faire leurs courses au supermarché, tandis que là, des cadres à l'idéologie neuve créent des associations, organisent des fêtes, vont acheter des œufs à la ferme. C'est une note de lecture faite par Henri Mandras, qui a été un grand sociologue français, sur un livre écrit en 1978, dont l'un des auteurs est dans la salle, c'est Jean-Michel Roux. C'était La rurbanisation et la ville éparpillée, 78. Au même moment, voilà. Alors Jean-Michel Roux le dit souvent, c'est difficile d'avoir raison trop tôt. Au même moment, rapport Mayou, inspecteur des finances, Demain l'espace, l'habitat périurbain, publié à Documentation française, donc c'est pas un livre de chercheurs à 300 exemplaires. Toutes les revues d'urbanisme en ont parlé. Le rapport Mayou disait « Le périurbain, ce n'est pas un débordement honteux, ce sont des espaces stratégiques. On ne sait pas trop si c'est bien ou pas bien pour l'énergie, les transports, etc. Mais de toute façon, ils sont là, il faut les prendre en compte. Et il y a une diversité de pratiques périurbaines. » Donc, tout était dit il y a 35 ans. Donc, tout était dit sur la diversité du périurbain. Donc, le stéréotype que l'on accuse à juste titre aujourd'hui, il avait déjà été accusé. Et tout était dit sur le fait que le périurbain devait être un espace de projet, parce que c'était là où les choses intéressantes se passaient. Voilà. Donc, il faut changer de lunettes. Je trouve que la question intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on met tant de temps à changer de lunettes? Peut-être sur d'autres sujets, mais sur ce sujet, peut-être plus spécialement que les autres. Voilà. Merci. J'ai fini mon travail d'archiviste. Bon si tout a été dit, on peut tous aller prendre un café et boire un verre. Alors, on peut s'arrêter tout de suite. Non, je disais, la question, c'est bien ça. C'est pourquoi on est obligé de redire les mêmes choses. Alors, les choses ont un peu changé, sans doute. C'est intéressant de voir ce qui a changé. Moi, je pense qu'on peut faire une relation intéressante sur la localisation des chercheurs aujourd'hui, par exemple. La paupérisation du métier de chercheur explique peut-être la revalorisation culturelle du périurbain. Mais au-delà de cet aspect moins anecdotique qu'il en a l'air, la question c'est ça, c'est ce changement de lunettes, pourquoi a-t-il tant de mal à se produire? Voilà. Qu'on ne se voit pas dans 30 ans en se disant « ouais, le périurbain c'est vachement important, il y a une vraie diversité, il faut faire quelque chose ». Demandons à Jean-Michel Roux, alors, puisque vous avez été en France un des précurseurs avec votre livre 1976, disiez-vous, non pas 78, mais c'est un... il suffit de parler. Ça marche comme ça? Voilà, oui, c'est un... Non, mais je veux pas avoir... La SNCF, c'est possible. Je suis un peu dans le rôle du fossile vivant, là, mais c'est un... Je n'aurais pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est évidemment très curieux qu'en 40 ans, on ait mis 40 ans pour arriver à peu près au stade où nous sommes aujourd'hui au niveau de l'observation. On est encore très loin du passage à l'acte, c'est-à-dire de l'aménagement convenable et disons, compétent de ces espaces urbains. Je vous signale que dès qu'on traverse ces espaces qui sont urbains, il faut en finir avec le périurbain en tant que... Nous sommes tous urbains, bien entendu. On est tous urbains parce qu'il n'y a plus rien au-delà. Le rural a disparu. Le rural comme support de société paysanne, c'était aussi le thème d'Henri Mandras. Donc c'est spécial à la France qu'on ait mis... En 40 ans, finalement, j'ai surtout assisté à des conseils de discipline contre où le périurbain passait comme cancre, et il redoublait beaucoup, puisque ça fait 40 ans que ça dure. Et... Voilà, il faut invoquer, là, il faut rappeler peut-être les formes d'urbanisation antérieures au déclenchement du mouvement
pourrait appeler le mouvement pavillonnaire en France, qui date des années de 70. C'est-à-dire que la France sortait d'une urbanisation caporaliste qui était refusée par les gens qui y étaient mis, et donc ils sont enfuis. Donc ça s'est fait ils ont fait preuve d'insubordination, en somme, mais ça c'est imprescriptible, finalement. Bon, on commence à en sortir, mais encore une fois, on est très loin d'avoir la réflexion d'aménagement qui serait nécessaire, de la compétence d'aménagement. Il n'y a pas d'opération suburbaine convenable en France. Il n'y a pas d'opérateur pour en faire. Et quand par hasard on lance des projets hors des murs de la ville historique, ils sont aussitôt contaminés par des volontés de densification extrêmement rapides, et ça ne convient pas à des formes d'urbanisation qui évoluent. Et évidemment, on pourrait en dire d'autant de tous les projets, disons, urbains. C'est vrai pour les transports, et puis ça s'accompagne aussi d'une réforme des collectivités locales qui a été lancée partout et effectuée partout en Europe, par exemple, sauf en France. Et en Suisse, mais il y avait les cantons pour prendre le relais. En France, il n'y a pas eu, les communes sont restées, sont encore immuables depuis la Révolution, quoi. C'est quand même, il y a eu on a raté des marches, hein. Et il suffit de passer la frontière pour s'en rendre compte. Enfin, on va peut-être y revenir demain, donc c'est pas la peine. Donc les aménageurs et les élus locaux sont interpellés. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui voudraient... Il n'y a pas d'aménageurs, hein, pour dire franchement. Il n'y a pas d'aménageurs du milieu urbain. On parle toujours de lotissement. Ça doit représenter 20% de la construction pavillonnaire. On parle de promoteurs. Il n'y a pas de promoteurs. C'est même pour ça, d'ailleurs, en partie que ça se développe, parce qu'il n'y a pas la marge des promoteurs dans les constructions. Voilà, il s'agit d'une... Il y a beaucoup d'effets de fuite dans le phénomène périurbain. On pourrait aussi analyser le substrat foncier, enfin l'économie foncière. Enfin, on n'en parle pas aujourd'hui, mais ça me paraît quand même intéressant à développer, parce que quand on commence à agir, il faut quand même savoir à quel prix, quoi. Est-ce que quelqu'un dans la salle pourrait parler du point de vue des aménageurs ou des promoteurs ou des architectes? Ah, attendez, il vous faut un micro. Thomas Sieverts. Thank you very much for this very good research, your very good summary. This was really great. And what strikes me most is the variety of your findings. There's no one majority stream, you can say. There's no one trend. There are perhaps 3 to 4 more or less equal trends which contradict each other. And what you said about personalities, yet you say that somebody can come to these peri-urban villages and can become burgomaster, mayor in no time. I think this is another interesting finding. The variety of things shows how much would be possible in these areas of different developments. And the role of the personality could show how important, what chances there would be personalities if they really take the chances of the peri-urban area to develop something specific. We have a few communes in Germany which have an enormous degree of freedom, much more than in France, who develop a completely autochthone energy system. They're completely independent of the general nets, things of this kind, or different kinds of schools. Or if they are distant, they develop different kinds of children's care to keep people in the area. So to offer something special which you wouldn't get in the city. And I think in France, the possibilities, the opportunities, the chances are enormous if I look here to your analysis of the actual situation. Rodolphe Daudier, vous voulez
réagir? Oui, je veux bien réagir et puis peut-être essayer de faire le lien avec ce qui a été dit avant, parce qu'en fait, c'est un petit peu la même question. Ce qui me semble changer finalement dans les espaces périurbains, c'est quand même qu'on observe une espèce de maturation du champ du politique. Il est très éclaté, il y a 36 000 communes, on sait bien que c'est un problème, mais il y a quand même une espèce de retournement de la posture de la plupart des maires où, dans les années 70, 80 en particulier, on était vraiment dans si on peut augmenter le nombre d'habitants, on le fait, sans trop s'occuper des services derrière, etc. Aujourd'hui, on a quand même eu ce que j'appelle cette maturation du périurbain, c'est-à-dire qu'on essaye un petit peu de contrôler le rythme de l'urbanisation, on essaye de se poser des questions, et c'est pour ça qu'il y a toujours des études sur le périurbain. On se pose des questions sur l'état des services, faut-il les servir? Là, on va se poser des questions sur la question du transport, mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience et le renouvellement assez profond sur les 2 dernières élections municipales des maires et de leur origine sociale en particulier, fait que finalement la solution elle est en train de venir d'en bas pour l'instant. C'est-à-dire que comme il n'y a pas comme vous le disiez tout à l'heure, de grands organismes, et que tant que de toute façon on sera sur une gestion du foncier qui fait que c'est le propriétaire qui capte la rente foncière, à partir du moment où on est sur cette logique-là, il y aura constamment des formes d'urbanisation assez rapides, mais je pense qu'il y a vraiment eu une prise de conscience dans le personnel politique. Je peux juste oui, bien sûr. Quelque chose. Pour les opérateurs fonciers, on voit, par exemple, en Ile-de-France, qu'il y a quand même un dialogue de plus en plus entre la SAFER et certains EPF. Donc, on est quand même aussi sur un autre regard, même du côté de la SAFER, sur comment urbaniser de manière un peu plus intelligente, comment aussi envisager le maintien d'un père salaire agricole qui puisse durer. On est sur quand même un autre regard progressivement. Et puis du côté des élus dans les territoires périurbains, une réflexion aussi à l'échelle du territoire et des microcentralités qui peuvent s'emboîter les unes avec les autres. C'est-à-dire où implanter un centre d'accueil de loisirs pour les enfants, ou comment répartir le logement social à l'intérieur du territoire intercommunal, etc. Donc il y a malgré tout du changement, ou soutenir le commerce de proximité alimentaire. Monsieur du Danemark. Monsieur du Danemark, oui. Oui, vous demandiez à des gens de l'extérieur, alors je me sacrifie. Hein. Oui, alors, ça nous fait plaisir. Mais je n'ai pas de statistiques. Mais ce qui est flagrant ces dernières années, d'abord le Danemark est un pays très égalitaire. Donc au niveau des femmes, je vais faire une remarque, c'est aussi un peu pour ça que j'interviens. C'est que toutes les personnes que je connais dans la région d'Odense, quand elles ont bougé, quand elles sont venues, enfin les dernières années, le principe, ça a été l'accessibilité, bien entendu, et le facteur temps. Alors vous avez par exemple quelqu'un qui, ça sera pas, que ça soit l'homme ou la femme, c'est pas important. C'est savoir qui va pouvoir le faire. Alors vous aurez quelqu'un qui habitera à Odense en périurbain, et qui ira à bicyclette, parce qu'il y a des bicyclettes partout, même s'il y a 6 km, etc., même plus, et c'est très bien équipé pour cela. Et par contre, sa femme ira pas au centre-ville, parce que c'est trop compliqué, même en bus, etc., ou je sais pas quoi, et prendra la voiture pour aller à 25 km à l'autre gare où les parkings sont gratuits, et où c'est très facile, et donc on prend le train, et à 1 heure plus tard, on est en plein centre de Copenhague, ce qui est pratiquement impossible de faire si vous êtes à 30 km d'heure de Copenhague. Et par contre, la personne ne dira pas oui à un travail qui est vers l'ouest, où il y a la même distance, c'est-à-dire à 80 km d'Odense, vers l'ouest, vers Esbjerg, vous avez tout un pôle de développement qui est très important, avec énormément d'industrie, mais là, de plus en plus, l'autoroute, à 5 heures du soir, parce qu'ils reviennent tôt, et c'est le dernier facteur, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui revienne chercher les enfants avant la fermeture. Et là, pareil, ça peut très bien être l'homme, parce que ça serait très mal vu, si vous voulez, qu'il y ait cette différence non égalitaire. Donc, ils vont entre eux se répartir ces différents facteurs.
l'accessibilité. Donc il vaut mieux habiter en périurbain parce que vous pouvez aller plus vite à l'autre gare que si vous êtes en pleine... si vous n'arrivez pas de toute façon à la gare. Il faut aller rechercher les enfants qui doivent être pas trop loin. Donc il y a les centres pour les enfants qui sont équipés. Et par principe, vous devez les avoir parce que c'est soutenu politiquement. Donc les facteurs sont déterminés sur l'égalité. Et une chose de plus, c'est que ces dernières années, de beaucoup de gens qui ont quitté Copenhague pour aller aux villes côtières, avec vue sur la mer, etc., à partir du moment où il y a cette accessibilité, et aussi que l'on peut travailler seulement 2 ou 3 jours, et que l'on peut travailler dans le train. Si vous pouvez, il y a de plus en plus de parties du train où on ne doit rien dire, rien faire, rien dire, et que faire, le contraire, c'est-à-dire on ne doit pas se déranger les uns les autres, et plus ils mettent de compartiments comme ça, plus les gens bougent. Bon, c'est des banalités en fait, parce que ce que je vis quand je vois ce qui se passe entre certains collègues dans le sud de la France, ça ressemble beaucoup. Mais vous m'avez demandé de parler du Danemark, alors... En tous les cas, ce que vous nous avez dit ne contredit pas l'idée qu'on se fait en France qui est un modèle danois. Oui, ça je le crois aussi, oui. Bon. Vincent Kaufmann. Oui, j'avais envie de poursuivre ce tour d'Europe, là, d'abord en posant une question à Claire Arago et Martine Berger. Vous nous avez montré vous avez développé l'exemple de l'Île-de-France. Finalement, les mécanismes que vous mettez en évidence, les tendances que vous mettez en évidence, est-ce qu'on pourrait aussi les mettre en évidence pour des grandes régions multipolaires? Ou est-ce que c'est associé au fait que, quand on habite le périurbain de l'Île-de-France, même lointain, on fait partie d'une très grande agglomération, c'est la plus grande en Europe, avec Istanbul et Londres, si on considère qu'Istanbul fait partie du continent européen. C'est très différent finalement des réseaux de villes qu'on peut avoir en Belgique, en Suisse, en Allemagne, où finalement, quand on est dans le périurbain, on est à 30, 40 ou 50 km d'une grosse ville ou moins. Donc est-ce que les phénomènes que vous mettez en évidence, est-ce que vous avez une idée sur est-ce que ces phénomènes-là, on les retrouverait aussi dans ces villes en réseau? Ça, c'est une première question. Puis sinon, une remarque pour alimenter le débat sur, alors là, en l'occurrence, sur le travail féminin et le périurbain. Des travaux que j'ai pu mener il y a quelques années ont montré que c'est fortement associé aux politiques familiales. Et en France, comme en Scandinavie, les politiques familiales sont très développées. J'ai pu constater sur des cas allemands, italiens et suisses qu'en fait, les tendances que vous mettez en évidence, on ne les a absolument pas, et que notamment en matière de structures de garde pour les enfants, qui sont très lacunaires, voire inexistantes en périurbain, eh bien, ce facteur-là empêche en fait le travail féminin assez largement. Et donc, ça montre que cette affaire de travail féminin dans le périurbain renvoie directement à des politiques publiques, non seulement dans le domaine de l'aménagement, mais aussi plus généralement. Alors, pour répondre sur la deuxième partie, la deuxième question, oui, je pense qu'effectivement, en particulier quand on compare avec l'Allemagne, sur la capacité d'accueillir les enfants dans la petite enfance, ça joue certainement. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que quand dans la zone que nous étudions, on compare les taux d'activité des femmes, c'est dans le périurbain qu'elles sont le plus actives. Ce n'est pas dans l'agglomération parisienne, dans cette partie ouest de l'agglomération parisienne, et ce n'est pas non plus dans les bourgs et les petites villes du périurbain où là se concentre la pauvreté, les moins qualifiés. Alors c'est vrai que l'Île-de-France et cette partie de l'Île-de-France a connu une explosion des cadres. Donc la montée en qualification est quelque chose d'absolument fondamental, c'est sûr, et explique aussi la biactivité importante, en soulignant tout de même que c'est dans les ménages de professions intermédiaires qu'on a le plus de biactifs et qu'il y a un creux du côté des cadres aussi. Il y a des femmes cadres qui ne sont pas actives. Alors, sur l'autre question, qui est effectivement très importante, sur laquelle il faudrait, je pense, qu'on fasse des études comparatives, je ne suis pas sûre que les mêmes choses se passeraient dans des espaces comme la Suisse, la Belgique, avec des réseaux de villes extrêmement proches. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas les mêmes, il me semble, les mêmes modes de fonctionnement, peut-être plus de gens balançant y compris au sein du couple, entre deux villes. J'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison avec d'autres villes, d'autres grandes villes européennes. Je pense que ça fonctionne pas du tout de la même façon à Londres.
Mais c'est lié aussi aux effets de trame municipale qui sont complètement différents. Ce qui est sûr, c'est que, il me semble que maintenant, on est arrivé, pour la métropole parisienne, à un point de saturation et où, de toute façon, même avec un système de transport fonctionnant mieux, on irait vers le polycentrisme. Peut-être pour compléter sur l'effet de contexte de cet ouest francilien, c'est-à-dire qu'on a une proportion de cadres qui est très importante et ils ont drainé avec eux tout un tas de services spécialisés, de médecins spécialisés, etc., qui ont réinvesti ces vieux chefs-lieux de canton, qui les ont fait renaître, et on ne retrouve pas tellement ça du côté de la Seine-et-Marne. Et tous ces services-là, les catégories les plus modestes vont pouvoir en profiter. Donc la proximité, on a des réouvertures de commerce multiservices alimentaires, parce que ces cadres-là peuvent payer plus cher que d'aller dans des plus grandes surfaces. Et du coup, ils vont servir des populations plus âgées, ils vont servir des captifs qui ne peuvent pas aller plus loin faire leurs courses. Et ce sont eux qui vont drainer ça. Parce qu'on parle en Seine-et-Marne, dans certains secteurs, de déserts médicaux, et on ne l'a pas sur l'ouest francilien. Parce qu'on a des ophtalmos, des gynécologues, des dentistes, orthodontistes, etc. Des professions qui n'existent pas dans les espaces ruraux périurbanisés, où on a des catégories plus modestes. Donc en réalité, les catégories inférieures vont profiter des services qui ont suivi les plus aisés sur cet ouest. Satisfait, Vincent Kaufmann? Oui, tout à fait. Bon. Alors, il nous reste, on va dire, 5 très grosses minutes pour cette séquence. Donc, il y a 2 interventions. Et je crois aussi qu'il y a une intervention électronique. On dit comme ça, Michel? Tu nous l'envoies? Bon, apparemment. Ah, voilà. Alors, ça, c'est quelqu'un qui est dans la salle, non? Ah, voilà. Donc, vous continuez, mais maintenant, vous êtes démasqué. On sait que c'est vous. Alors, je vais la lire pour vous, puisque apparemment, c'est ça qui vous fait plaisir. Quel rôle pour les politiques publiques de mobilité dans le périurbain? Alors ça, mais ça, on va en parler, si je ne me trompe pas. C'est une question très importante, surtout ici. Mais, sauf erreur de ma part, il me semble que ça va être adressé un peu plus tard dans l'après-midi. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, Julien Delabaca, à ce que je donne tout de suite la parole aux 2 dernières personnes qui voudraient intervenir, madame, et puis ensuite monsieur de la région Île-de-France. Oui, Carole Pourchet. Je vais faire très vite pour laisser peut-être la place aussi à d'autres. Je reviens sur les histoires de depuis 40 ans, ça ne bouge pas, et on parle de la périurbanisation est pourtant donnée sur toutes ses multiples facettes depuis longtemps. Je crois que ça a à voir quand même avec le fait que depuis 40 ans, il y a des politiques publiques sur lesquelles chacun s'accorde pour lutter contre l'étalement urbain. Et finalement, reconnaître le périurbain sous toutes ses facettes et sur sa vitalité et son dynamisme, ça serait finalement, d'une certaine façon, reconnaître une sorte de défect ou d'échec de cette lutte contre l'étalement urbain. Et je pense que si on pouvait revenir sur cette politique publique dans ce qu'elle a de vertueux, en tout cas dans la reconnaissance de la nécessité d'environnement, mais en même temps sans faire un déni de réalité sur un périurbain qui existe et sur lequel il faut faire, je pense qu'à ce moment-là, on pourrait commencer à changer les lunettes. Et je peux d'autant plus en parler que je parle côté État. Merci beaucoup. Alors, après l'État, la région, monsieur? Alors, ça marche. Très, très bien. Politique, je vais vous donner les coulisses de la politique, puisque j'étais conseiller régional, président de la commission transport et administrateur du STIF dans l'ancien mandat. Quand il a fallu faire le programme, puisque j'étais chez les Verts, faire le programme des Verts, j'ai eu une grosse discussion avec Cécile Duflot. Je lui ai dit qu'il faut, en Île-de-France, favoriser justement le périurbain. J'avais mis en place, avec la SNCF, de cadencement qui mettait autant de trains qui allaient vers la périphérie que de trains qui allaient vers Paris. Et là, j'ai vu des maires de l'Ouest et des maires de Melun qui m'ont dit « Tiens, c'est bizarre, on a des gens qui commencent à venir dans nos villes. » J'avais mis des tickets moins chers dans des bassins de vie. Et donc, j'avais demandé à Cécile Duflot de défendre les bassins de vie. Elle m'a dit « J'ai essayé de faire ça 2 fois à la radio, ça ne marche pas, les gens ne comprennent rien. Tu m'embêtes avec tes histoires de bassins de vie. On va faire un ticket unique dans toute l'Île-de-France. Ça, tout le monde comprend, ça sera mieux. » Du coup, j'ai été évincé de la liste puisque je me suis opposé complètement à cette politique. Il faut savoir les conséquences de cette politique. Ça veut dire 500 millions par an pour faire payer cette carte unique. Sur 5 ans, c'est quand même 2,5 milliards. On pourrait les mettre à autre chose.
Et puis, on mettait 100 millions par an dans des offres nouvelles, dont les bus express. Les bus express sur les autoroutes, Nantes, La Défense, le bus express sur l'autoroute du Sud, le bus express Marne-la-Vallée, Créteil, tout ça, c'était des choses qu'on avait fait. L'offre de transport en plus, les bus de nuit, les métros de nuit, tout ça, c'était des offres. Là, il n'y a plus que 20 millions par an d'offres. Tout a été mis dans la tarification. Donc on comprend bien. Et le Grand Paris, c'est 35 à 40 milliards qui vont toucher, même, il n'y aura même pas un demi-milliard pour toutes les zones dont on vient de parler aujourd'hui. Ça sera tout que pour la concentration. Donc on voit bien qu'il y a eu finalement un choix politique qui s'est fait, moi j'en suis navré, mais qui s'est fait parce que Cécile Duflot n'arrivait pas à expliquer qu'est-ce que c'était qu'un bassin de vie à la radio. Voilà. Bon, on reviendra en tous les cas sur les différentes politiques de mobilité. Mais en tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est que les journaux nous l'avaient dit, donc c'est vrai, quand on s'oppose à Cécile Duflot, eh ben, on est éjecté, quoi. Hein, bon, c'est vraiment vrai. Alors, Jean-Pierre Orfeuille, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit à la fois par cet ancien élu régional qui a eu le malheur de s'opposer à Cécile Duflot et ce qui a été dit par madame qui travaille du côté de l'État pour terminer cette séquence? Non, mais il me semble qu'il y a deux choses hein, qui ressortent bien. La première, c'est que un politique a besoin de choses extraordinairement compréhensibles, fût-ce au prix de drames économiques ou autres. Hein. Ça, c'est clair. Moi, le deuxième point, quand même, c'est de dire on est en train de démontrer qu'on sort des pertinences rétiniennes, mais enfin au prix de 40 ans, quoi. Hein. Donc, il faut... Enfin, quelqu'un disait, je crois, il y a un certain temps, il faut donner du temps au temps, mais si on en donnait un petit peu moins, ce serait peut-être mieux, quoi. Voilà. Merci beaucoup à tous. Rechten